On entend souvent dire que nos devises modernes sont en réalité de la fausse monnaie, en ce sens qu'elles ne sont plus basées sur rien de concret et ne représentent finalement que des dettes, des prévisions, voire rien du tout. Et dans les faits, c'est vrai que la création monétaire est devenue aujourd'hui un mécanisme complexe. Un système fondé principalement sur la confiance dans une économie qui vit à crédit et qui ne cesse de couvrir après une hypothétique croissance, laquelle viendrait en quelque sorte rembourser théoriquement les dettes contractées jusqu'ici. Petite parenthèse, si vous souhaitez approfondir votre culture économique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre et on vous remercie. La question de la monnaie est trop importante pour qu'on puisse se contenter d'idées préconçues et de formules toutes faites. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode de Banco, nous allons voir que les monnaies actuelles ne sont pas vraiment fausses, mais plutôt franchement mauvaises. C'est quoi une monnaie véritable? Avant de parler de fausse monnaie, celle que l'on utilise au quotidien, intéressons-nous un instant à ce qui est, ou plutôt ce qui devrait être, une vraie monnaie. En théorie, la monnaie est un instrument permettant d'animer et de tourner une économie en remplissant pleinement trois fonctions essentielles. Une fonction d'intermédiaire de transaction entre les différents agents économiques, qui s'échangent donc des biens et des services contre cette monnaie commune au lieu d'avoir recours au troc. Une fonction d'unité de compte, qui permet une mesure standardisée de la valeur des différents biens et services afin d'en établir le coût et de permettre aux agents économiques de les comparer entre eux. Une fonction de réserve de valeur permettant de conserver le pouvoir d'achat sur une durée plus ou moins longue. Pendant longtemps, l'or a parfaitement rempli ces trois conditions majeures. Et aujourd'hui encore, sa valeur est toujours universellement reconnue. Il reste potentiellement utilisable pour effectuer certaines transactions et on ne peut que constater sa grande stabilité dans le temps. Car même si son prix fluctue au gré des devises qui se dévaluent année par année, sa valeur intrinsèque, en revanche, reste incroyablement constante. On dit régulièrement, ici et ailleurs, qu'une once d'or permettait d'acheter un bœuf durant l'Antiquité. Et c'est toujours le cas aujourd'hui quand on compare le cours du bétail sur pied avec celui de l'or. C'est ce qui fait dire à beaucoup d'économistes que l'or est la seule monnaie qui ne se dévalue pas. Pour en revenir aux monnaies actuelles plus classiques, les deux premières fonctions, outils de transaction et unité de compte, ne posent généralement pas de problème. En effet, il s'agit avant tout de conventions entre individus qui décident de s'entendre sur un actif qui leur servira d'instrument de paiement et de référence pour estimer la valeur de chaque bien dans une unité comprise et acceptée par tous. La troisième fonction, en revanche, est celle qui fait presque toujours défaut. Car pour qu'une monnaie constitue une réserve de valeur efficace, elle doit rester stable et préserver la capacité de ses détenteurs à acheter la même quantité de biens et de services à travers le temps. Qu'est-ce que la dévaluation des monnaies? S'il y a bien un point sur lequel toutes les devises du monde s'accordent, c'est leur impossibilité à maintenir leur propre valeur sur le long terme. En effet, il ne vous aura sûrement pas échappé que tout augmente tout le temps, en permanence et depuis toujours. Les prix comme les salaires ne baissent jamais. Ils se stabilisent parfois, mais d'une manière générale, ils finissent toujours par être plus élevés que par le passé. Et qu'est-ce qu'un prix sinon la valeur d'un bien exprimé dans une devise? Moins une monnaie aura de valeur et plus il faudra d'unités de cette monnaie pour acheter un même bien. Logique. L'augmentation constante des prix reflète donc en grande partie la perte de valeur continuelle de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la dévaluation. Quand on compare la valeur des monnaies modernes à celle de l'or, dont on a vu qu'elle restait particulièrement stable dans le temps, on s'aperçoit que toutes les devises se sont effondrées face au métal précieux depuis une cinquantaine d'années. Pour ne parler que du dollar, qui constitue aujourd'hui la principale monnaie de réserve dans le monde, il en fallait 35 pour acheter une once en 1971, tandis que la même once avoisine aujourd'hui les 2000 $. Il faut donc 57 fois plus de dollars pour acheter une once d'or aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 52 ans. Une dévaluation considérable de la devise américaine qui a ainsi perdu 99,98% de sa valeur face à l'or. Et c'est valable pour toutes les devises. Par conséquent, sur la question de la préservation de valeur sur le long terme, difficile de considérer nos euros, nos dollars ou nos couronnes norvégiennes par exemple, comme des monnaies véritables. Peut-on tout de même les qualifier de fausses monnaies? Tentons de nuancer un peu. Quel est l'autre défaut majeur des monnaies modernes? Un autre élément qu'on met en avant pour qualifier les devises modernes de fausses monnaies, c'est qu'elles ne s'appuient sur aucun actif tangible. En effet, on peut s'interroger sur la valeur intrinsèque des monnaies quand on sait qu'elles-mêmes ne correspondent finalement qu'à rien de réel. Aucun sous-jacent physique, aucune richesse mesurable, pas la moindre fondation concrète qui pourrait leur donner une certaine légitimité. Pendant des siècles, et jusqu'en 1971 pour être précis, tout ou partie de la monnaie en circulation était soit constituée de métaux précieux, principalement de l'or, soit adossée à l'or détenu par les pouvoirs publics, qu'il s'agisse des réserves du Trésor ou des banques centrales.
Dans ce dernier cas, même si le métal ne circulait plus physiquement entre les agents économiques, il servait cependant de garantie aux pièces et aux billets, ainsi qu'à la monnaie scripturale, vous savez, les lignes de crédit sur les comptes bancaires par exemple. Cela signifie qu'en théorie, toute personne en possession d'un billet de banque pouvait à tout moment l'échanger contre sa valeur en or. Enfin, comme je viens de le dire, ça c'est en théorie, car en pratique, c'est un peu différent, mais on va y revenir. En attendant, depuis la fin des accords de Bretton Woods, nos monnaies ne sont plus adossées à aucun actif de l'économie réelle. Pire encore, la création monétaire est désormais un processus qui s'appuie sur le crédit pour générer de la monnaie nouvelle. Autrement dit, ce sont les banques commerciales qui, à chaque fois qu'elles accordent un crédit à un agent économique, un particulier, une entreprise, voire l'État, ils émettent en quelque sorte la monnaie correspondant à la somme prêtée. En gros, les banques fabriquent de la monnaie à partir de rien et finalement, l'argent en circulation est aujourd'hui uniquement basé sur de la confiance et de la dette. Finalement, les monnaies modernes sont-elles fausses? Mais est-ce que pour autant on peut parler de fausse monnaie? Qu'il s'agisse d'une pièce en métal précieux ou d'un bout de papier émis par une banque centrale, qu'on parle de ligne de crédit ajoutée à votre intention, ou encore d'une certaine somme qu'on vous permet de dépenser en comptant sur vous pour la rembourser, il s'agit à chaque fois d'une convention, d'une entente basée sur la confiance et la reconnaissance de la valeur de la monnaie utilisée. Quelle que soit sa forme, une monnaie est avant tout un outil, tangible ou pas, un instrument de paiement accepté par tous les acteurs de l'économie et sur lequel tout le monde se met d'accord pour lui accorder une certaine valeur. Par conséquent, parler de fausse monnaie n'est pas forcément pertinent. Il serait bien plus juste de parler de bonne ou de mauvaise monnaie. Alors, les monnaies d'aujourd'hui, fausses ou pas? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de fausse monnaie. En tout cas, pas davantage que nos parents ou leurs parents avant eux. C'est vrai qu'il faudrait éventuellement remonter au XVIIe siècle pour retrouver un système monétaire reflétant plus ou moins fidèlement l'état de la richesse du pays. Un système basé sur l'or, l'argent mais aussi le cuivre, car le métal rouge avait également son rôle à jouer dans la vie quotidienne puisque c'était la monnaie de l'ouvrier et du journalier agricole. Et encore, même ainsi, l'histoire regorge de faillites d'État caractérisées par un niveau de dépenses largement supérieur aux richesses disponibles. Ça vous rappelle quelque chose? Situation favorisée par l'usage du crédit, souvent sous la forme d'une autorisation de paiement différée, avec l'illusion de pouvoir acheter, construire, guerroyer et même flamber au-delà de sa capacité réelle. Rude était le retour à la réalité quand les créanciers venaient finalement réclamer leur dû. Pourquoi dit-on que les monnaies actuelles sont fiduciaires? Le fait est qu'en dehors de la confiance qu'on accorde aux institutions qui émettent nos devises actuelles, plus rien ne justifie la valeur que l'on donne aujourd'hui à la monnaie, puisqu'elle ne correspond à plus rien de concret et ne repose sur aucune richesse tangible. C'est cette confiance, devenue seule et unique garantie, qui fait que nos monnaies sont dites fiduciaires. Et c'est un gros problème. Dès qu'il est question d'hypothéquer l'avenir, de produire à crédit en comptant sur les ventes potentielles pour rembourser ses dettes, de créer de la valeur à partir de rien de concret, ou encore de fabriquer de la monnaie sur la base d'une éventuelle croissance future en utilisant la seule confiance comme garantie, alors la monnaie en question devient très vite l'objet de spéculation. Au sens littéral du terme d'abord, prévision, anticipation, extrapolation, puis rapidement au sens financier, c'est-à-dire en tant qu'instrument d'investissement, de recherche de performance ou de rendement. La monnaie ne reflète alors plus la valeur d'une richesse concrète, mais seulement le niveau de confiance des investisseurs dans les prévisions qui ont présidé à sa création. Les monnaies ainsi créées se mettent donc à fluctuer, non plus au gré des niveaux de production et d'enrichissement des États comme des agents économiques, mais selon l'importance des rapports de force entre les investisseurs sur les marchés financiers qui s'achètent et se revendent des instruments de crédit dont la valeur ne dépend plus que du simple jeu de l'offre et de la demande, sans le moindre écart pour la réalité économique. Dans ces conditions, difficile de conserver une unité de valeur stable pour les devises en question, les privant ainsi, comme je l'ai déjà dit, de leur capacité à préserver de la valeur sur le long terme. D'autant que, bien souvent, cette valeur qu'elles sont désormais censées représenter n'est que purement théorique. D'ailleurs, elle n'existe probablement même pas encore. Reste leur statut d'intermédiaire de transaction, reconnu et accepté par les différents agents économiques, même si cette reconnaissance n'est basée que sur une confiance mutuelle et non sur la garantie d'une contrepartie tangible. Tant que cette confiance durera, alors les devises resteront des monnaies. Des mauvaises monnaies, certes, mais pas pour autant des fausses monnaies. Et l'or? Toujours une monnaie? Quant à ceux qui ont déjà perdu confiance, il reste la possibilité de retrouver peut-être un peu d'indépendance financière, loin des calculs boursiers qui dévaluent chaque jour un peu plus les devises officielles. Comment? En achetant tout simplement des métaux précieux. Certes, l'or et l'argent ne sont plus des instruments de paiement du quotidien, et il y a peu de chances qu'on vous laisse faire vos courses avec un Napoléon. Mais vous pouvez en revanche, grâce à Veracash, utiliser une carte de paiement Mastercard
entièrement adossés aux métaux précieux que vous possédez, préservant ainsi votre pouvoir d'achat à long terme, tout en bénéficiant d'une liquidité immédiate de votre or et de votre argent. Un peu comme si vous pouviez les utiliser pour vos achats du quotidien à la supérette du coin. Encore une fois, l'or n'est plus vraiment une monnaie. Mais face à l'euro et aux autres devises mondiales qui ne remplissent plus vraiment les conditions de bonne monnaie, et dont la fragilité semble croître un peu plus chaque jour, il est utile de disposer d'une alternative permettant à la fois de préserver la valeur de son capital et de bénéficier d'un actif reconnu pour ses capacités transactionnelles, notamment en cas de crise financière majeure. C'est la fin de ce banco, j'espère qu'il vous aura éclairé sur la situation de nos devises modernes et surtout sur leur véritable valeur. Vous avez des questions, des remarques, des suggestions de sujets, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. D'ici là, restez sur la chaîne YouTube de Veracash, un nouveau contenu arrive dans quelques secondes. Salut!